Bonjour tout le monde. Je vais laisser le temps à tous et toutes d'arriver. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Juste être sûr. On m'entend bien? OK, parfait. On va commencer tranquillement. Il est déjà 8h31. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce petit déjeuner du Climatoscope 360 qui est notre dernier dans le cadre de la programmation thématique de la cinquième édition des Dialogues pour le climat qu'on intitule aujourd'hui CDN 3.0, ambition marquée ou recul. Donc, le Climatoscope 360 a fait 4 événements au total qu'on a co-organisés avec les Dialogues pour le climat depuis avant le début de la COP 30 et dans les 2 dernières semaines. Donc, on a eu 3 petits déjeuners. Euh, on collabore, dans le fond, avec les Dialogues pour le climat depuis le tout début de leur création. Puis, dans le cadre de cette cinquième édition, on a plusieurs façons, en fait, de créer des ponts entre la science et la société pour outiller différents acteurs et actrices, contrer la désinformation pendant qu'on se trouve justement dans un 2 semaines assez cruciales de transition et de prise de décision. Même si nous sommes en ligne, la majorité des gens présents se trouvent à Tiohtià:ke, aussi connu sous le nom de Montréal, un territoire autochtone non cédé, historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons donc les reconnaître comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles beaucoup d'entre nous nous trouvons et souligner les liens continus entre les peuples autochtones et toutes les communautés qui y vivent. La cinquième édition des Dialogues pour le climat se tient à l'occasion des 10 ans de l'accord de Paris et de la COP 30. Celle-ci se tient au cœur de l'Amazonie, un lieu qui vise à rapprocher les négociations d'un milieu de biodiversité exceptionnel. Et aujourd'hui, on va tenter de voir comment les différents États tentent de mettre en œuvre leurs cibles climatiques pour tenter justement de faire des ponts entre tous ces différents objectifs climatiques. Les dialogues pour le climat, c'est une initiative intersectorielle qui vise à rendre les négociations climatiques plus accessibles, inclusives et mobilisatrices. Donc, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui et sachez que les dialogues ont encore des événements qui vont être à venir et également après, une fois que la COP 30 va être terminée. On tient à remercier les 10 organisations partenaires des dialogues pour le climat que vous pouvez voir sur la première ligne de notre arrière-plan et également remercier nos partenaires financiers que vous voyez à la deuxième ligne. Le webinaire est enregistré, il va être disponible prochainement sur YouTube. Donc, sans plus attendre, comme j'ai bien hâte d'entendre ce panel, moi aussi, je me présente. Donc, Noémie Lefrançois, je suis professionnelle de recherche au Climatoscope 360 et je suis également chargée de cours à l'École de politique appliquée et au Centre universitaire de formation en environnement de l'Université de Sherbrooke. J'ai détenu une maîtrise en études politiques appliquées avec cheminement en environnement et je me suis d'abord spécialisée dans la lutte au changement climatique en milieu municipal au Creux-Montréal, à la ville de Laval et comme consultante. Après une implication volontaire en Bolivie comme conseillère en environnement et une participation à la COP 28 comme déléguée jeunesse de la COSI, je me dédie maintenant à des projets de recherche pour développer des solutions aux enjeux climatiques. C'est donc moi aujourd'hui qui vais animer le panel. Je dois souligner que nous avions une troisième panéliste aujourd'hui avec nous, mais qui va seulement pouvoir être présente à partir de 9 heures en théorie. Donc, elle m'a dit à partir de 11 heures, heure de Belém. Donc, elle est toujours à Belém au Brésil en ce moment. Donc, on va, sans plus attendre, commencer. Maintenant que la COP 30 tire à sa fin, les derniers jours ont confirmé à quel point le troisième cycle d'élaboration des contributions déterminées au niveau national, qu'on appelle CDN, donc vous allez entendre à plusieurs reprises, je pense, cet acronyme, c'est particulièrement important si on veut garder le cap. Et si c'est encore possible de limiter le réchauffement climatique en fonction des cibles de l'accord de Paris. Ces CDN sont justement un sujet central de notre échange de ce matin parce que considérant les difficultés persistantes à rassembler le financement climatique nécessaire, le défi de trouver un véritable alignement dans les négociations multilatérales et de faire place à des compromis, pour rappeler que les CDN 3.0 sont nécessaires pour éviter un essoufflement, parce qu'elles représentent une prise d'action quinquennale, un peu comme si on renouvelait nos vœux à chaque 5 ans, mais en s'engageant encore plus profondément dans la relation pour atteindre des résultats tangibles au maximum. Donc aujourd'hui, on souhaite prendre un pas de recul pour faire le point sur ce nouveau cycle des CDN 2025, sur les attentes internationales en lien avec celle-ci, sur la position du Canada plus particulièrement et aussi sur celle du Québec qui représente une part importante, il faut le dire, de l'ambition canadienne, en posant la question centrale, est-ce qu'on peut toujours compter sur les CDN pour limiter le réchauffement à 2 degrés et encore mieux à 1,5 comme le suggère l'accord de Paris? Donc, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir à mes côtés 2 panélistes, bientôt 3, qui sont extrêmement bien placés pour nous éclairer sur la question. Donc, Caroline Brouillette qui s'en vient tout à l'heure, Rick Smith et Alain Webster, que je vais présenter un à un au fil de mes premières questions.
Donc, allons-y premièrement, pour avoir un pouls peut-être, je pense assez concrètement de ce qui s'est passé à la COP 30. Donc, Rick Smith, vous êtes sur votre retour. J'aimerais me tourner vers vous pour que vous nous en disiez plus sur votre expérience et sur ce que le Canada propose comme cible. Donc, Monsieur Smith, vous êtes le président de l'Institut climatique du Canada depuis 2021. Sous votre direction, l'Institut est devenu l'organisme de recherche sur les politiques climatiques le plus respecté du pays. Vous êtes également coprésident et cofondateur de l'International Climate Council Network, une organisation mondiale qui favorise la coopération et la collaboration entre les organismes consultatifs nationaux sur les changements climatiques dans plus de 20 pays. Durant vos 25 ans de carrière, vous avez joué un rôle central dans l'élaboration de nombreuses avancées politiques importantes au niveau provincial et fédéral, notamment la création de la ceinture de verdure de l'Ontario, la loi canadienne sur les espèces en péril, le plan de gestion des produits chimiques et la loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Vous êtes titulaire d'un doctorat en biologie et un expert des effets de la pollution sur la santé humaine. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, M. Smith, en quoi les CDN 3.0 cette année, les CDN 2025, pardon, revêtent une importance aussi particulière en 2025, tant sur le plan politique que diplomatique, et également pourquoi celle du Canada est aussi importante à l'heure actuelle? OK, c'est une question assez simple, euh, mais c'est un grand plaisir d'être ici avec vous, Noémie. Bon matin, Alain. Euh, euh, Eric. et Alain et Caroline sont des leaders fantastiques dans ce milieu. Donc, j'ai mon café, je suis prêt à commencer ici. J'étais à Belém, j'ai revenu à Toronto hier, donc euh, c'était intéressant d'être là. Euh, Souvenons-nous peut-être au début que qu'il faut atteindre le monde, faut atteindre le carboneutralité par 2050 ou peut-être plus tôt. Ce n'est pas un cible des gouvernements, c'est quelque chose de nécessaire pour l'atmosphère, pour la planète, pour la survivance humaine. Le chose, la question le plus difficile est comment atteindre cette cible dans les 25 prochaines années. Donc, on a besoin, évidemment, clairement, on a besoin des cibles entre maintenant et 2050. Le cible canadien 2030 est 40 à 45 Notre institut a fait plusieurs analyses maintenant et c'est clair qu'on ne va pas atteindre cette cible. Peut-être on peut atteindre 20 à 25 d'ici 2030. Donc, ça veut dire de 2030 à 2050, il faut faire mieux, il faut accélérer, il faut certainement atteindre le cible canadien 45 à 50 le CDN du Canada, le nouveau CDN du Canada par 2035, pour être certain d'être carboneutre par 2050. Donc, quand nous parlons des autres pays, euh, euh, le Canada se trouve, quand nous parlons des CDN, le Canada se trouve au milieu, pas devant, mais pas dernier. Au COP à Belém, le 10e anniversaire de l'accord de Paris, 79 pays n'ont pas soumis un CDN. 1081 pays ont soumis un CDN. Le Canada a soumis notre CDN. Certains pays sont très, très ambitieux. Par exemple, très important, on voit le leadership de l'Union européenne, il continue d'accélérer. Donc, la semaine passée, l'Union européenne a établi un CDN entre 66 à 72 d'ici 2035 et un cible de 90 pour 2040. Le Danemark, un pays, notre institut, on travaille avec des collègues partout au monde. On travaille avec les Danois et leur CDN au niveau national
et 92% d'ici 2035. Vraiment une ambition vraiment incroyable. Donc, euh, notre pays, on voit du progrès. Je sais, on va parler plus de ça pendant cette heure. Mais clairement, c'est pas assez. Il faut accélérer euh, et non pas au niveau fédéral. Non pas seulement sur le niveau fédéral. L'avis que Alain et le comité consultatif au Québec a lancé la semaine dernière, vraiment important. Dans un pays fédéral, il faut parler plus souvent du leadership, la nécessité des cibles au niveau provincial, municipal. Euh, comme Canadien, on parle toujours du cible du niveau fédéral. C'est pas assez. Donc, bon, c'est ça. Donc, nous sommes au milieu du groupe comme au Canada avec nos cibles et notre CDN. Ben merci. Merci. Ça répond à une question assez fondamentale, je pense, comment le Canada se situe par rapport aux autres pays qui ont soumis une CDN. Déjà, il y en a soumis une, donc c'est déjà la première étape, mais ensuite, à voir de quelle manière elle va être mise en œuvre, puis si l'ambition va continuer d'être rehaussée. Ben merci beaucoup, Monsieur Smith. Cette fois-ci, je me tournerai vers un expert du côté québécois. Alain Webster, vous présidez depuis janvier 2021 le Comité consultatif sur les changements climatiques, qui est un organisme gouvernemental indépendant chargé de conseiller le gouvernement du Québec sur l'ensemble de la lutte au changement climatique. Vous avez également coprésidé en 2023-2024 le groupe d'experts en adaptation. Vous êtes aussi professeur titulaire en économie de l'environnement à l'École de gestion et au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke. Vous possédez une formation en écologie et en économie. Vos recherches portent principalement sur les instruments économiques et l'élaboration de politiques publiques dans le domaine des changements climatiques, des objectifs de développement durable et de la finance socialement responsable. Donc, pardonnez-moi. Donc, le lien avec ce que M. Smith vient de dire, je pense que c'est important de le faire avec le côté québécois de ce qui se passe, l'ambition québécoise, parce que le Québec a longtemps été perçu comme un chef de file climatique au sein de la Fédération canadienne. En 2025, où se situe le Québec dans le paysage canadien? Question intéressante, mais permets-moi, Noémie, de faire un petit, tout petite introduction là, sur ce qu'on fait présentement, parce qu'on vient de parler de la COP. Là, Rick, tu l'as bien amené au départ avec ce qui se passe présentement au Brésil. Mais en même temps, juste se rappeler que c'est aussi au Brésil qu'on a élaboré en 92 cette convention cadre sur les changements climatiques. Et peut-être que ça vaut la peine, alors que ces vents de face sont si forts présentement et qu'on a comme voisin un personnage qui nous parle de canular, se rappeler que l'ensemble de ces États, il y a un peu plus de 30 ans, se sont dotés de cette convention cadre pour une raison fondamentale: empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Reconnaître qu'il y a là un enjeu, et on emploie depuis ce temps-là le terme menace existentielle, un enjeu majeur en matière de prise en compte du climat. Et donc, pour faire ça, on a essayé différentes approches, évidemment. Et maintenant, ce qu'on a comme stratégie, tu l'as bien illustré, c'est nos CDN, là, nos contributions déterminées au niveau national. On fait l'hypothèse qu'en mettant la responsabilité sur chacun des États, en comparant leurs stratégies, en les obligeant, entre guillemets, parce que c'est de la relation internationale, à élaborer et à présenter à tous les 5 ans des contributions déterminées au niveau national qui sont de plus en plus ambitieuses. Et c'est ça l'idée, on ne recule pas, on continue à avancer. Dans ce scénario-là, on pense qu'on va dans la bonne direction parce qu'on n'est pas capable d'être plus coercitif à l'échelle internationale. C'est pas comme ça que fonctionne le droit international, bien sûr. Donc, on est dans cette étape où les États, avec ces vents de face, se demandent comment on élabore ce niveau d'ambition présentement au niveau de ces contributions déterminées au niveau national. Et plus particulièrement, alors qu'on avait ciblé tout ça sur 2030, ben dans le cas de la COP 30, on se dit justement, il faut maintenant se fixer des contributions déterminées au niveau national pour 2035 et ensuite pour 2040. Autrement dit, il faut tracer la voie pour effectivement assurer cette décarbonation de nos sociétés, dit en termes plus simples,
accélérer la sortie des énergies fossiles. On a un peu de misère à l'échelle canadienne d'employer ces termes-là, là, mais fondamentalement, en matière de lutte au changement climatique, c'est ça l'objectif, réussir à décarboner nos sociétés dans un délai très, très court. Et puis là, ben, je ramène ça dans ma cour, hein. Je vais laisser le volet canadien à Rick, mais dans ce scénario-là, ben, la Constitution canadienne suppose que la question de l'environnement est une responsabilité partagée. À l'échelle, bien sûr, du Québec, c'est leur responsabilité comme État de travailler sur ces enjeux, comme le fédéral en a une à l'échelle aussi fédérale. Et donc, comme c'est de notre responsabilité, il faut mettre en place les stratégies qui sont efficaces. Et bonne nouvelle, qu'importe les gouvernements au pouvoir, depuis les 15 dernières années, on a changé 4 fois de gouvernement, là, de premier ministre ou de première ministre, et on a gardé à peu près le même niveau d'ambition et les mêmes stratégies climatiques. Juste ça, c'est un exploit en matière de cohérence, là. L'alternance politique, c'est pas traduit par des reculs et par des changements complètement catastrophiques de la position de l'État. Ça, c'est essentiel en matière de cohérence. Et là, on arrive à cette étape charnière. Quelles devraient être les prochaines cible d'ambition climatique parce que le Québec n'étant pas, bien sûr, un État membre des Nations unies, il n'a pas d'obligation d'avoir une contribution déterminée au niveau national. Mais comme l'Assemblée nationale s'est déclarée liée à cet écart de Paris, on fait tout comme. Donc, on se dit, ben, vous devez aussi avoir des cibles spécifiques. La seule cible qu'on possède présentement, c'est 2030. Dans la gouvernance climatique, on s'est donné à l'échelle québécoise un objectif supplémentaire, revoir dans un processus public le niveau d'ambition à tous les 5 ans. Donc, il faut, à partir de la semaine prochaine, dans cette commission particulière de l'Assemblée nationale, une commission parlementaire, débattre publiquement du niveau d'ambition de l'État québécois et revoir ce niveau-là pour s'assurer qu'il est adéquat en lien avec la science et en lien avec l'économie. La bonne nouvelle, c'est lorsqu'on regarde la science et l'économie, ben on dit la même chose. Il ne faut pas reculer, il faut continuer à avancer en matière de changement climatique. Donc, à défaut d'être un État membre des Nations unies et d'avoir sa propre contribution déterminée au niveau national, ça c'est un autre débat, ben, il faut que l'État québécois, comme État infranational et comme plusieurs autres États infranationaux à l'échelle internationale, un peu comme la Californie ou l'Écosse, joue un rôle important en matière de transition climatique, notamment parce qu'en Amérique du Nord, la position des États fédéraux, elle est catastrophique au niveau des États-Unis, bien sûr. Et puis, Rick, je ne sais pas si le terme te conviendra, mais à l'échelle canadienne, elle est un peu ambiguë, disons, ces temps-ci. Il y a un peu de flou là sur on veut faire quoi exactement, et on voit à quel point, malheureusement, le Canada a une difficulté phénoménale de se dégager de ces sables bitumineux, là. On reste embourbé dans cette approche-là et dans ce scénario. En 2025, en pleine COP, on continue malheureusement encore de parler de l'idée de créer de nouveaux gazoducs ou de nouveaux oléoducs, donc d'accroître la production pétrole et gaz, alors que la science nous dit exactement le contraire. Il faut sortir de l'énergie fossile, développer beaucoup plus d'énergie renouvelable, mieux maîtriser cette énergie, donc développer des stratégies d'efficacité énergétique, mettre en place des stratégies de sobriété importantes pour être compatible avec ces limites planétaires en matière de capacité d'absorption, bien sûr, de gaz à effet de serre. Donc, la position canadienne, elle est d'une difficulté inimaginable. On revoit à l'échelle canadienne ce qu'on revoit à l'échelle internationale. Des provinces qui sont parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde, alors qu'à l'autre côté, on a des provinces comme le Québec ou la Colombie-Britannique qui mettent en place des stratégies intéressantes en matière de décarbonation ou comme le Manitoba et le Québec qui ont des stratégies en matière de production d'électricité exemplaires en matière, bien sûr, d'énergie renouvelable et d'une capacité de répondre à ses besoins énergétiques de façon décarbonée. Donc, c'est très difficile à l'échelle canadienne d'avoir une position cohérente, comme c'est très difficile à l'échelle internationale
de réussir à avoir les mêmes objectifs entre des États pétroliers du Moyen-Orient et des États comme le Danemark ou comme la Suède qui vont mettre en place des stratégies plus agressives. Donc, il va falloir trouver une façon d'y arriver à l'échelle canadienne. Mais à l'échelle du Québec, c'est celle-là qui m'intéresse. L'idée est assez simple. Il faut, à partir de la semaine prochaine, un dialogue, d'où le terme passionnant de nos déjeuners cette semaine, un dialogue social permettant de réaffirmer non seulement l'importance de continuer à avancer en matière de lutte au changement climatique, mais avancer parce qu'on est convaincu, en termes scientifiques, mais en termes aussi social, politique, économique, qu'on fait ça pour accroître le bien commun et on fait ça pour avoir une société qui va finalement être plus juste et qui va être plus efficiente avec ses ressources. Donc, globalement, on va gagner. Donc, tout ça pour dire que cet exercice, il s'inscrit dans le cadre des Nations Unies, cette obligation de revoir les objectifs gouvernementaux à tous les 5 ans, et en particulier à 2025. L'État québécois s'est donné le même type de scénario, revoir son niveau d'ambition à tous les 5 ans. On a cette obligation légale de le faire présentement au Québec. Et j'ose espérer qu'on va réussir à arrimer cet effort-là en matière de décarbonation au même niveau que les États qui jouent un leadership important. On a parlé tantôt de l'Union européenne, on peut parler de la Californie, on peut parler d'un ensemble d'États qui poursuivent ces stratégies de façon importante, convaincus que c'est la meilleure façon, effectivement, d'éviter des perturbations majeures de l'ensemble de ce cycle, de ces enjeux climatiques pour à la fin juste réussir à vivre plus adéquatement sur cette planète. Là, en termes simples, c'est de ça qu'on parle. On parle de ça pour nous, mais on parle de ça pour nos générations futures. Ça a l'air un terme classique là, qu'on utilise constamment, mais je ne peux pas m'empêcher parce que tu as fait une trop longue présentation de ce que je faisais dans la vie. Fondamentalement, l'élément le plus important, c'est que je suis un vieux grand-père un peu gaga et quand on parle de génération future, ben pour moi, ça a trois noms très clairs. C'est Margot, Agathe, Anne, trois petites cocottes entre 3 et 8 ans. Et c'est elles qui, comme des millions d'autres personnes à l'échelle canadienne et des milliards d'autres personnes à l'échelle mondiale, vont vivre sur cette planète à l'échelle 2050 et à l'horizon 2100. Pas moi, mais eux et elles. Et c'est pour ça qu'on fait ça, pour s'assurer qu'on maintient une condition de vie adéquate et qu'on maintient ces enjeux-là conformément à ce que la science nous dit, à ce que l'histoire nous dit et à ce que l'économie nous dit. Mais ça doit se refléter en engagement politique. Puis on voit que les vents de face sont très, très forts. Mais je suis convaincu que ça va marcher. Mais là, on garde ça pour la fin, ce petit mot d'espoir, tu vas me dire. Oui, c'est ça. En 2 minutes, ça se résume à ça, Noémie. Ben merci beaucoup. Puis c'est vrai que c'est important de le rappeler quand même pourquoi on fait tout ça, parce que quand on entend la dualité entre économie puis environnement, cible climatique et tout ça, je pense qu'on perd de vue justement cette raison-là, pourquoi on assiste encore à des COP après 30 ans, pourquoi on a besoin de renouveler l'ambition, puis qu'en ce moment, c'est d'autant plus dans l'urgence qu'on le fait. Rick, Alain l'a un petit peu évoqué, là, donc cette difficulté-là d'arrimer ce que le fédéral fait versus ce que les provinces sont en mesure de faire. Il y a plusieurs observateurs qui soulignent qu'on manque vraiment pas de promesses, je pense, mais qu'on manque de résultats. Qu'est-ce qui manque le plus au Canada, selon vous, pour rendre la trajectoire réellement crédible? Est-ce que c'est une question de gouvernance, de financement, de cohérence entre les niveaux de gouvernement? Qu'est-ce qu'on doit y voir là-dedans? Ouais. Je pense que la position au niveau fédéral, la position canadienne est moins ambiguë. Ça fait une semaine, 2 semaines. Le gouvernement fédéral a lancé un nouveau stratégie de compétitivité climatique dans le budget fédéral. Et c'est un bon cadre. Ça manque beaucoup de détails, mais ça souligne des priorités au niveau fédéral. Vraiment, nous pensons, notre institut pense très, très important. Nous parlons de l'amélioration, la modernisation du système fédéral de tarification de carbone industriel. Nous parlons des nouveaux règles pour le méthane, le gaz à effet de serre, le deuxième plus important.
Nous parlons d'amélioration des règles pour l'énergie verte. Donc, cet document, regarde, mais c'était tard. Ça fait comme 8 mois, 9 mois que les libéraux de Mark Carney sont élus. Euh, C'était seulement la semaine dernière qu'ils ont souligné leurs priorités sur le changement climatique. Donc, clairement, c'est tard. Mais nous pensons un pas en avant. Euh, une des choses que notre institut essaie de faire chaque année, on fait beaucoup d'analyses, de calculs. Et on fait des analyses non seulement comme en général au niveau fédéral, on fait des analyses pour chaque province, pour chaque secteur industriel. Et il faut dire que qu'on voit du succès dans certains secteurs industriels. Donc, par exemple, le secteur d'électricité. Dans le dernier décennie, on voit les GES abaisser par à peu près 60% dans dans cette secteur. Donc, un vrai succès. Mais on voit dans des autres secteurs industriels, on parle du secteur pétrolier, à peu près 30% de tous les émissions GES au Canada à ce moment. On voit cet secteur est le seul secteur où les émissions continuent de monter. Donc, on a besoin clairement de nouveaux politiques pour ce secteur-là. C'est très simple. Les politiques que nous avons à ce moment sont pas assez d'abaisser les émissions de ce secteur. Donc, c'est pour cette raison qu'on était heureux de voir cette nouvelle stratégie de compétitivité climatique du niveau fédéral. Euh, euh, c'est quand Alain a aussi dit que ben, Alain a dit beaucoup de choses vraiment importantes. Mais une des autres choses qu'il a dit est que notre position à ce moment comme citoyen de l'Amérique du Nord est vraiment difficile. De vivre juste à côté des États-Unis, de l'administration Trump, quand notre institution, comme j'ai déjà dit, on travaille chaque jour avec des collègues partout au monde, en Europe, en Asie, en Afrique. Et comme citoyen de l'Amérique du Nord, c'est difficile à ce moment-là parce que le média Trump, chaque seconde du jour, donne l'impression euh, qu'on recule sur les ambitions climatiques. Et ce n'est pas vrai. On voit en Europe l'accélération de l'ambition, 90%, un niveau d'ambition de 90% par 2040. L'année dernière, l'Europe a abaissé leur niveau d'émissions de GES par 8% dans une année. Donc, on voit des vrais succès partout au monde. En Chine, un nouveau CDN, on voit les émissions pour la première fois en histoire, on voit les émissions en Chine stagnent pendant les 18 derniers mois. Nous pensons que ça va abaisser bientôt. Donc, en Chine, en Inde, en Europe, partout au monde, c'est vrai pas l'Amérique du Nord, on voit l'accélération de l'ambition climatique. Donc, comme Canadiens, comme Québécois, clairement, on a des problèmes politiques, économiques durs à ce moment avec l'administration Trump, qui essaie de détruire l'ambition climatique sur cette planète. Comme Alain a dit, c'est nécessaire de travailler avec les États américains qui veulent continuer d'essayer. Le Californie, le gouverneur Gavin Newsom était à Belém. Si le Californie était un pays indépendant, ça serait l'économie le
le quatrième plus grand au monde. Donc, c'est une économie vraiment importante. Le Californie veut continuer d'accélérer la décarbonisation. Le New York aussi, à peu près 20 États, un demi des États aux États-Unis veulent continuer. Mais c'est vrai, on a avec l'administration Trump au niveau d'ambition climatique des vrais problèmes maintenant. Mais il faut dire, il faut rappeler aux médias canadiens, aux leaders canadiens de tous les partis, à tous les partis politiques que ce n'est pas, c'est quelque chose d'étrange au monde, que la grande majorité des pays au monde continuent d'accélérer. Il faut être là. Le Canada, faut être là aussi. Euh, bon. Merci beaucoup. Puis, en fait, c'est important que vous le souligniez aussi que vous avez nommé beaucoup aux États-Unis des entités infranationales qui jouent ce rôle-là en ce moment, qui prennent un espèce de relais pendant que le fédéral stagne, voire recule beaucoup. Donc c'est important parce qu'on se trouve aussi en contexte québécois où on sait que le Québec a joué justement ce rôle-là assez important là, dans l'ambition canadienne dans les dernières décennies. Mais on entend aussi, Alain, je me tourne maintenant encore vers toi, donc on entend aussi notre premier ministre, M. Legault, là, qui dit depuis quelque temps que le Québec peut pas être seul en Amérique du Nord à tenir le fort, puis que l'ambition, à un moment donné, on peut pas tout le temps tabler là-dessus si finalement il y a des projets économiques qui sont plus importants dans l'urgence où on se trouve face aux tarifs douaniers américains et tout ça. Donc, vous avez publié un avis consultatif, un avis de votre comité consultatif dernièrement qui insistait sur la nécessité, entre autres, de définir des budgets carbone, d'établir des cibles intermédiaires, d'avoir des feuilles de route sectorielles. Je pense que c'est important de rementionner qu'est-ce que ça implique, tout ça, qu'est-ce qu'on vise avec ça, qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement, en fait. Et là, je viens de voir, je fais un petit aparté là, pour souligner que Mme Brouillette est arrivée. Bonjour, Caroline. Merci de vous joindre Bonjour à tout le nous. monde, merci de votre patience. Beaucoup de chaos ce matin à la COP. Je comprends. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais quand même poser la question à Alain là, avec laquelle on allait de l'avant. Donc, et ensuite, je reviens à vous, Madame Brouillette. Donc, concrètement, Alain, qu'est-ce qui serait nécessaire selon vous pour que le Québec fasse preuve de davantage d'ambition là, dans l'année à venir? Un peu comme Rick le parlait tantôt dans sa vision, dans cette approche historique, là, on se retrouve un peu à ce qu'on avait lorsque le Québec a lancé ses stratégies, notamment de marché du carbone avec la Californie. À l'horizon 2012-2013, des États à l'échelle fédérale qui ont de la difficulté à définir des stratégies vraiment importantes en matière de lutte au changement climatique et des États infranationaux comme le Québec et la Californie qui mettent en place des stratégies sur leur territoire qui sont pertinentes. On est rendu encore à ce moment présentement. Et donc, ce qu'on a proposé à Québec, puisque la, la, la démarche légale de Québec, c'est de revoir les cibles à tous les 5 ans, les revoir par une commission parlementaire et avant cette commission parlementaire, que le comité dépose un avis de façon spécifique. Donc, le message est relativement simple. Il faudrait en théorie aller plus loin que la cible de 37,5 dès 2030. Il faudrait, si on regarde la moyenne mondiale de réduction pour qu'on soit conforme à ces scénarios du GIEC, aller à 45 de réduction à l'échelle mondiale. Il n'y aurait pas de raison de ne pas faire ça à l'échelle québécoise. Et il faudrait décarboner complètement en 2050, 85 en moyenne sur le monde et pour les pays occidentaux à 100 de réduction. Il n'y a pas de raison que le Québec ne le fasse pas comme les autres. Donc, le scénario qu'on propose à Québec, c'est de dire faut donc ne pas reculer, il ne faut pas décaler dans le temps ses objectifs. L'Autorité des marchés financiers a présenté un avis il y a deux mois sur ce volet lien entre finance et bien sûr lutte au changement climatique, avec une analyse intéressante. Ils ont fait ça avec le BSIF là, à l'échelle canadienne, avec comme scénario, si on décale dans le temps, ça va juste nous coûter plus cher si on veut atteindre le même objectif. Évidemment, si on décale et on ne fait rien pendant 5 ans et l'objectif climatique, ben, on le rend moins ambitieux dans le futur, ben là, on vient de perdre du point de vue, bien sûr, climatique. Mais si on se dote toujours du même objectif, en bas de 2 et le plus proche possible de 1,5, et c'est ça qui est fondamental,
ben, chercher à retarder cette action climatique ne fait qu'accroître l'ensemble des coûts de cette transition. Donc, il faut enclencher une approche cohérente, poursuivre cette approche cohérente. Et donc, c'est pour ça qu'on dit à Québec, pensez à une cible en 2030 qui devrait varier de 37,5 à 45. 37,5, c'est notre minimum présentement et 45 devrait être l'objectif. Mais parce qu'on sera pas, on aura beaucoup de difficultés à faire tout ça en à peine 5 ans, ne serait-ce que ça prend du temps pour faire des gains en matière climatique, là. Construire un tramway à Québec avant que ça modifie les enjeux du transport en commun, ça va prendre quelques temps. Il est temps de le commencer. Mais dans ce type de scénario, ce qu'on propose, c'est devancer la cible climatique en 2045 parce qu'en matière de lutte au changement climatique, ce qui compte, ce n'est pas le résultat d'une année. C'est important, ces cibles. C'est fondamental. Ça balise les orientations, les approches gouvernementales et économiques. C'est majeur comme stratégie. Mais ce qui compte, c'est les émissions cumulées, toute la trajectoire. Les impacts climatiques, c'est la sommation de toutes nos émissions de GES année après année. Donc, on l'a raisonné vraiment en trajectoire. Et on s'est dit, idéalement, on sera à moins 45. Comme on va avoir beaucoup de difficultés à s'y rendre, il faut essayer de s'y rendre, ben donnons-nous un objectif plus ambitieux de décarbonation dès 2045, comme la Californie, par exemple, et fixons-nous des cibles intermédiaires en 2035 et en 2040. On a proposé moins 60 en 2035 et moins 78 en 2040. Ça semble à l'échelle québécoise très ambitieux dans le contexte actuel, mais je vous rappelle ce qu'aurait que dit tantôt, 90% de réduction en Europe. Et il faut juste se rappeler que l'Union européenne, ben, c'est le principe d'une union, un ensemble d'États dirigés par des partis de droite, puis là je vais rester poli quand je vais juste dire droite, et des partis qui sont de gauche ou de social-démocrate. Donc c'est un amalgame de partis politiques différents qui gèrent l'ensemble de ces États. Et malgré cette diversité politique, on s'est entendu pour des cibles de 90% de réduction. Ce n'est pas une question de droite et de gauche. C'est une question de reconnaître l'importance de la science et les gains économiques associés à ces enjeux. Et c'est pour ça qu'on propose à Québec, qu'importe le parti au pouvoir, mais de le faire aussi collégialement avec l'ensemble des partis, dans cette stratégie-là, fixer une trajectoire claire de décarbonation, commençant bien sûr en 2026, nous amenant en 2045 à une sortie complète des énergies fossiles, à une carboneutralité, 85% de réduction, à peu près 15% de séquestration permanente. Il y a des émissions qui vont être très difficiles. Fait qu'au Québec, on a un peu de misère à parler de ça, mais il faut revenir sur l'importance de séquestrer ces émissions résiduelles. Et en même temps, tu l'as dit tantôt, on se dit qu'il faut absolument encadrer ça à travers des budgets carbone, un peu comme font les Anglais et les Français, identifié par des feuilles de route très claires. On veut faire quoi? Tu as parlé, Eric, tantôt de l'importance du volet industriel, les gains qu'on a fait, illustrer la trajectoire en matière industrielle, illustrer ce qu'on veut faire au niveau agricole. On voit les tensions présentement des agriculteurs qui se disent je paye, mais j'ai pas assez de gains. Donc, comment on ramène ces enjeux-là très clairs pour accroître la mobilisation puis être sûr qu'on est les plus efficients possible en matière économique. Et puis un autre enjeu qu'on ramène, qui est essentiel, bien sûr, à ramener dans la discussion et qu'on ne fait pas adéquatement non plus à l'échelle canadienne, c'est l'importance de traiter l'ensemble du secteur terre et forêt. Donc, on propose pour ce secteur ADCAF de fixer également une cible de décarbonation. Présentement, c'est une source d'émissions nettes de gaz à effet de serre au Québec et à l'échelle canadienne. Et donc, on dit à l'État québécois, vous devez vous fixer une cible de décarbonation de ce secteur. Ça ne fait que rajouter finalement à l'ampleur de la tâche, mais ça reste essentiel parce que c'est de la physique, c'est de la science, et ces émissions-là contribuent aussi au changement climatique. Bien rendu là, il faut absolument que j'arrête parce qu'il faut écouter Caroline, bien sûr, sinon on va manquer de temps. Alors, ça résume un peu ce qu'on fait comme avis, qu'on va présenter mardi matin en ouvrant cette commission parlementaire. Avec comme message, on ne peut pas se permettre de reculer, il faut absolument continuer à avancer en tenant compte du contexte nord-américain extrêmement difficile, mais l'État québécois va gagner à mettre en place une stratégie cohérente favorisant le développement essentiellement de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique et accélérer la sortie de l'énergie fossile.
Point. Merci beaucoup, Alain. Parlant de ne pas reculer, il faut absolument avancer. Je pense que, Caroline, vous vous trouvez à un endroit où on espère que ça va se concrétiser dans les prochaines heures. Donc, vous êtes dans le dernier droit à Belém, à la COP30 au Brésil. Donc, je vous fais une petite présentation de qui vous êtes en premier, puis ensuite, je pose une première question, là. Donc, vous êtes la directrice exécutive, bien sûr, du réseau Action Climat Canada, le réseau d'organisations qui travaillent sur les questions liées au climat et à l'énergie le plus vaste au pays, qui compte plus de 180 membres d'un océan à l'autre. Vous êtes aussi la première directrice exécutive francophone du réseau et vous travaillez à créer un consensus social large et fort en faveur des solutions climatiques qui répondent à la convergence des crises auxquelles le monde est confronté. Il faut aussi dire que vous êtes titulaire d'une maîtrise en politique publique de l'école Lee Kuan Yew de l'Université nationale de Singapour où vous vous êtes spécialisé en économie. Donc, parlez-nous peut-être pour commencer un peu là, du contexte dans lequel vous vous trouvez actuellement, là, le dernier droit des négociations à Belém. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Bonjour tout le monde et merci de votre patience. D'abord et avant tout, il y a eu un feu hier sur les prémices et donc je pense que c'est important de dire que tout le monde est sain et sauf, l'équipe est saine et sauve il semble pas avoir eu de mort. Donc, c'est bon. Je pense que le feu a été un moment symbolique de communauté et de gens qui prennent soin les uns des autres. Je disais tantôt à la radio, moi, ça me donne un peu des frissons d'en parler, de voir comment tout le monde, peu importe d'où on est dans le monde, qu'on soit du gouvernement et de la société civile, voulait savoir est-ce que tu es en sécurité, etc. Et il y a une analogie là avec comment on répond dans l'urgence à la crise climatique. Et malheureusement, quand je regarde les textes que j'ai pas encore fini d'analyser qui sont sortis ce matin, on n'est pas là du tout en matière de répondre dans l'urgence dans une façon qui prend en compte la solidarité. Les textes sont trop faibles, que ça soit sur les questions liées à l'ambition, à l'augmentation de l'ambition, comme Alain parlait tantôt, bon, les cibles, les contributions déterminées au niveau national des partis, incluant le Canada. La question de la transition hors des énergies fossiles, la question de la transition juste, on est encore avec un texte qui pourrait être beaucoup bonifié. Sur la finance aussi, on n'y est pas du tout, notamment sur la question du triplement de la finance pour l'adaptation. Et donc, moi, j'ai encore espoir. J'ai fait assez de COP pour savoir que même si on est 11h13 aujourd'hui, théoriquement le dernier jour de la COP, j'ai bon espoir que ce qui a été présenté pour l'instant n'est pas acceptable pour la plupart des partis et donc on pourra augmenter l'ambition. Merci beaucoup. Donc, possibilité de rehausser l'ambition de ce qu'on comprend. Est-ce que avec tantôt tout à l'heure, Rick nous faisait un petit peu le topo là, de qu'est-ce qui se passe avec les contributions déterminées au niveau national depuis avant la COP. Là. Donc, on en est, je pense, de ce que j'ai noté, à 79 pays là, qui n'ont pas encore remis leur CDN. On voit que le Canada a eu de la difficulté cette année, en février, lorsqu'il a déposé, à augmenter sa cible climatique. Qu'est-ce que vous y voyez là-dedans? Comment vous voyez la position du Canada par rapport à l'issue des négociations qui va se passer dans les prochaines heures? Ben, c'est sûr, écoutez, cette semaine, le Canada a reçu pour une première historique dans une décennie le prix du fossile de la journée. La dernière fois que le Canada avait été affublé d'un tel titre, c'était en 2014. Donc, un signalement vraiment sur que le gouvernement de Macron est en train de faire et on doit être honnête par rapport à ça. C'est un gouvernement qui, depuis qu'il est en place, n'a fait que reculer sur les politiques climatiques, que ce soit sur la tarification carbone, volet consommateur, la pause du mandat VZE, l'annulation de la loi sur l'éco-blanchiment, le flou autour du plafonnement du secteur pétrolier et gazier. Et en plus, une approche sur les projets d'intérêt national qui oublie complètement nos engagements par rapport aux droits des peuples autochtones, mais également en matière d'évaluation environnementale pour forcer des infrastructures, dont ce qu'on a vu jusqu'à date inclut un certain nombre d'infrastructures fossiles. Donc ça a été dénoncé ici et je pense que en plus, on voit un affaiblissement
du Canada, notamment par bon, l'absence de Mark Carney à la COP 30, mais également la performance extrêmement décevante de la ministre d'Abruzzo qui s'est présentée les mains complètement vides à la COP. C'est franchement inacceptable et je dois vous dire, ça me fait quand même beaucoup de peine de constater ça. Ouais. Surtout considérant je pense, 10 dernières années où le gouvernement, il y avait encore matière, bien sûr, à critiquer, il y avait matière à rehaussement d'ambition, mais je pense que il y a un gros clash, là, si je peux me permettre l'expression, avec ce que vous avez vu dans les 10 dernières années. Ben, écoutez, moi, j'ai été témoin au cours des dernières années d'un Canada qui bouge sur des questions où, historiquement, il avait été un obstructeur. Que ce soit, par exemple, sur la finance, sur pour le financement pour les pertes et préjudices. Le ministre Guilbeault, avant la COP à Sharm el-Sheikh, a été le premier pays du Nord à bouger sur cette question-là, à se déclarer ouvert. On se rappellera que ça avait provoqué la fureur des États-Unis. Même chose à partir de Sharm el-Sheikh et dans les années subséquentes, Dubaï, Bakou. On a vu le Canada démontrer son ouverture sur la question de la transition hors des énergies fossiles qui était complémentée par des politiques domestiques qui mêlaient l'action à la diplomatie, c'est-à-dire le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazé. Et là, ce qu'on voit, c'est ces efforts être dilapidés, tout simplement. En ce qui concerne la CDN du Canada, vous l'avez dit, en fait, on a une fourchette de 45 à 50 de réduction des émissions sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Théoriquement, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les émissions pourraient rester complètement plates entre ou complètement égales, ne pas bouger du tout entre 2030 et 2035 et le Canada pourrait quand même se targuer d'atteindre sa cible. C'est absolument inacceptable. Et qui plus est, quand on prend en compte les questions d'équité et de science, la juste part du Canada à l'effort mondial pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius se qualifie à 80 de réduction sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Merci, merci. On va essayer à tout le moins de terminer avec un message d'espoir un petit peu, là. Donc, j'ai une question pour vous trois, là. Donc, dans le contexte où on voit que les États-Unis n'ont pas participé à la COP cette année, il y en a certains pour qui c'était quand même une bonne nouvelle, sachant que les négociations ne seraient pas freinées de cette manière-là, puis on pourrait essayer de s'entendre mieux peut-être en n'ayant pas des bâtons dans les roues, là. Donc, vu qu'on arrive là, vraiment à la toute fin de ces 2 semaines très chargées où il y a eu plusieurs décisions différentes, pas seulement sur la cover decision qu'on appelle là, sur la décision finale qui va être prise par l'ensemble des États, mais aussi sur la transition juste, sur un plan pour l'égalité de genre. Donc, on a vraiment eu beaucoup de différentes décisions qui ont été prises. Est-ce que vous pensez, là, je vais m'adresser à vous trois, un à la fois, là, que la COP 30 peut essayer de marquer cette nouvelle ambition qui n'inclut peut-être pas tous les joueurs, mais où les joueurs qui sont présents essaient de faire avancer tout ça. Le début peut-être d'une relance où les gens qui sont vraiment là pour les bonnes raisons peuvent essayer d'augmenter l'action climatique. Je me tournerai peut-être vers vous, Rick, en premier avoir votre son de cloche. OK. Le COP 30 est le 10e anniversaire de l'accord de Paris. Et il faut dire que donc mon mot d'espoir est que on voit du succès avec l'accord de Paris. Souvenons-nous qu'avant 2015, les Nations Unies projetaient un réchauffement global de 4 degrés d'ici la fin du siècle. À ce moment, 10 ans après le début de l'accord de Paris, on projette un réchauffement de 2,3 à 2,5 degrés. Donc, pas assez, mais du progrès pendant le dernier décennie. Aussi, depuis 2015, les émissions de GES dans le monde ont augmenté de 1%, donc clairement pas, des mauvaises nouvelles, mais contre 18%
la décennie précédente. Donc, mon monde d'espoir est que oui, il faut accélérer le progrès, mais nous connaissons les solutions. Il faut tout seulement bâtir de l'accélération sur les succès euh, que que nous voyons déjà. Donc, l'accord de Paris fonctionne et il faut accélérer. Oui, peut-être. Allons-y avec Alain. Je suis tout à fait d'accord, Eric, avec ce que tu viens de dire. Ça fonctionne, cette stratégie en matière internationale, de se dire on doit, on peut et nous allons être plus ambitieux et ça se traduit par effectivement des gains. Trop petits, mais des gains. On va dans la bonne direction. Il faut donc réussir à accélérer ça. C'est clair qu'avec ce type de gouvernement à l'échelle nord-américaine, à l'échelle américaine en particulier au niveau des États-Unis, le multilatéralisme en général devient très compliqué. Et dans le cas d'une entente comme la COP où on doit travailler de façon unanime sur ces enjeux, les Américains ne sont pas là, mais on voit la pression américaine, bien sûr, sur un ensemble d'États qui sont moins intéressés à accélérer le pas et acceptent maintenant de freiner l'ensemble de cette démarche. Fait que ça devient très difficile. Mais pas parce qu'on n'est pas très ambitieux globalement dans la COP qu'il n'y a plus d'ambition à travers le monde. Fait que même si on n'arrive pas à atteindre tout ce qu'on veut dans ce dénominateur commun à travers le texte final de la COP, parce qu'il y aura beaucoup de vent de face pour tenter de ne pas aller très loin, on voit quand même un ensemble d'États qui choisissent d'être parmi les États leaders dans ces stratégies pour une raison très simple. On fait ça parce qu'on se positionne par rapport à une vision que nous avons du futur. Si on a l'impression qu'on n'y comprend rien volontairement dans ces enjeux climatiques, et là, je ne parlerai pas d'une première ministre dans l'Ouest ou d'un État quelconque, mais si on a l'impression que ça n'a pas d'importance et que tout ça est un vaste canular, on ne fait rien. Mais si on se dit qu'effectivement, globalement, on ne peut pas faire autrement que vivre sur une planète où cette hausse de la température, elle est limitée à 2 degrés Celsius. Et de préférence, le plus proche possible de 1,5. Dans les prochaines décennies, ça sera peut-être 1,6, mais un peu comme Rick le disait, pas 3 ou 4. Si on est convaincu de ces enjeux, on met en place un ensemble de politiques pour y arriver. Et c'est pour ça que je reste optimiste, parce qu'inévitablement, ces sociétés humaines vont faire le choix rationnel de travailler à mettre en place des politiques pour que le climat ne dépasse pas des seuils qui deviennent intolérables. Et ce qu'on vit présentement est une situation que j'ose qualifier de temporaire et que j'espère qu'il n'est que temporaire. Ce président américain ne sera pas éternel. Et s'il est éternel, on va avoir bien d'autres problèmes que la question des changements climatiques. Donc, la période est difficile, mais il faut continuer à avancer adéquatement et se positionner parmi les États qui sont effectivement les plus efficaces dans ce domaine. Et ça ne se passe pas qu'à travers une décision de l'État. C'est pas le Conseil des ministres qui décrète que nos sociétés sont carboneutres. Ces politiques publiques sont fondamentales. C'est ce que tu vas me dire, Noémie. Évidemment, c'est ton domaine d'expertise. C'est clair, ça aligne l'ensemble de la stratégie. Mais il faut que l'ensemble des acteurs, publics, privés, il faut que l'ensemble des intervenants mettent en place également des stratégies cohérentes. Et ça, on a encore beaucoup de difficultés là. Fait qu'il faut travailler collectivement pour arriver à des démarches qui sont efficaces, avec des voies de passage différentes, mais je continue à penser qu'on va et qu'on doit y arriver. L'enjeu est juste trop fondamental. Merci, Alain. Je vous rappelle, avant de passer le micro à Caroline, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit dans le chat, soit dans le QR en bas de l'écran. Là. Donc, on va avoir 5 minutes là, pour poser des questions à nos panélistes. Donc, à vous, Caroline, pour rebondir sur ce que Rick et Alain viennent de dire. Mais moi, je dis tout le temps, je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis activiste.
la réalité en matière d'augmentation de température et des impacts climatiques qu'on va vivre, elle est entre nos mains. Et elle est entre nos mains en tant que citoyens, citoyennes, pour s'assurer de tenir responsables nos gouvernements de faire la bonne chose. On entend beaucoup en ce moment, le climat, c'est plus autant une priorité pour les gens au Canada et partout dans le monde. J'ai beaucoup à dire sur l'utilisation des sondages comme mode de gouvernance. Mais c'est à nous de leur rappeler que C'est pas juste de mon côté, hein. Vous aussi, vous l'avez perdu, je pense. On vient de faire une petite pause dans l'action climatique. Ouais, c'est ça. Mais c'est temporaire, ça va revenir. Oui, c'est ça, c'est temporaire. Bon. Alors, Euh, c'est une très bonne ligne. Je suis pas Oui, optimiste ni pessimiste. Je oui, suis activiste. oui. C'est très bien dit, vraiment. Ouais, Je vais ouais. m'en souvenir de celle-là, c'est super. Ben, Rick, si je peux me permettre, là, parce que tout à l'heure, Caroline a parlé de la différence là, qu'il y avait entre l'ambition fédérale de l'ère Trudeau versus celle en ce moment. Et Alain a notamment nommé tout à l'heure là, les encore. Oh, on a peut-être Caroline qui est de retour. désolée. Oui, on va te laisser finir ta phrase. J'allais poser une autre petite question après. Désolée. Ça a joué un rôle important dans l'élection du gouvernement fédéral qu'on a en ce moment. Ces sièges Québec qui ont permis à Mark Carney de gagner l'élection. Alors, j'invite les gens à parler aux à leur entendre dans les médias, joindre des groupes pour s'assurer que nos voix soient représentées. Parce que les reculs qu'on voit en ce moment, ils sont permis parce que le gouvernement ne voit pas de coût. Et donc, c'est notre rôle en tant qu'été civile, pas de voir les peines juste des j'essaie d'être des gens qui le coût n'aide jamais ensemble de et de démontrer de ne pas la faire. Ouais, Noémie, je ne peux pas m'empêcher de vous dire ouais, que ce message de la société civile, il est fondamental, mais il est oui, ben, parfois pas très bien entendu, là. Tu sais, c'est un jeu de mots ouais, c'est ça. facile. Ouais, ah oui, ouais, merci pour le jeu de mots. C'est vraiment super. Mais oui, c'est vrai que souvent, il y a de la distorsion avant de recevoir ce message à société civile. Puis c'était ça la dernière question que je voulais vous poser, Rick, là. Donc, tu sais, on a ces alternances de gouvernement sans cesse, puis là, on voit là, que ça a quand même joué beaucoup là, dans les derniers mois du côté fédéral. Qu'est-ce que la société civile peut faire davantage en utilisant vos données à l'Institut climatique, puis en mettant de l'avant ce message pour pas justement que ces alternances politiques continuent de Ouais. nuire autant à l'ambition. Ben, le monde a changé dans la dernière décennie. Clairement, euh, c'est plus compliqué au niveau politique, au niveau économique. Et nous, comme activistes climatiques, je pense que il faudront changer nos arguments. Donc, il faut que il faut faire le lien entre les politiques de changement climatique et la qualité de vie de les citoyens canadiens et québécois. C'est pas assez de parler des cibles d'émissions. Oui, c'est important, mais c'est difficile pour les gens dans leur vie quotidienne de comprendre cette débat des fois. Donc, dans une atmosphère euh, complètement bizarre avec le président Trump, dans une atmosphère de difficultés économiques, il faut faire cet lien euh, euh, avec la vie quotidienne des Canadiens. Ouais, ouais. Merci. Merci beaucoup. Je vais quand même dire à vous trois, même si je pense que Caroline nous a perdus, là, malheureusement. Donc, merci à vous trois, panélistes, là, d'avoir été avec nous ce matin très tôt, café à la main. Donc, c'était vraiment très apprécié de vous avoir parmi nous.
Donc, merci encore une fois au Dialogue pour le climat là, de nous permettre au Climatoscope 360 d'avoir ces petits déjeuners à plusieurs reprises pendant la COP. Donc, sachez que encore ce midi, je viens de voir passer dans le chat, là, donc ce midi, de midi à 13 heures, là, il y a un dernier événement qui a lieu pendant la COP, là, un événement en ligne qui est offert par les Dialogues pour le climat. Mais sinon, sachez aussi que post-COP, on va avoir un événement de clôture, entre autres, on va avoir d'autres événements qui vont venir, soyez au courant. Puis bien sûr, on va suivre l'issue des négociations qui se déroulent en ce moment à Belém, là, donc bien hâte de voir comment ça va se passer. Fait que merci Alain, merci Rick, merci à tout Merci. le monde pour cette belle Merci, discussion. Noémie. Salut, Rick. Bonne journée. Bye.